Nous connaissons tous les signes caractéristiques des prématurés. Ceux-ci comprennent un faible poids à la naissance, le sous-développement de certains organes, tels que les poumons et le système digestif, et le besoin de soins intensifs immédiatement après la naissance. Cela est dû au fait que ces enfants n'ont pas le temps de se former complètement dans l'utérus. Cependant, la caractéristique la plus notable des bébés prématurés est peut-être leur taille. Pour ces enfants, il est normal d'être beaucoup plus petit que prévu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas unique, la naissance d'un enfant avec un poids extrêmement faible. C'est Maria Alexa qui vit au Canada. Elle a établi un record en donnant naissance au plus jeune enfant jamais enregistré. Sa fille, qu'elle a appelée Ivana, est née avec un poids de seulement 370 grammes. Pour une meilleure compréhension de l'ampleur de cette réalisation, on peut comparer le poids d'Ivana avec le poids d'un coton-tige. Sa taille est comparable à la taille de la pièce. Cependant, la partie la plus remarquable de cette histoire n'est pas seulement la taille ou le poids, mais aussi la manière unique et inhabituelle de sa naissance. Laissez sa mère raconter cette histoire incroyable. Je me souviens clairement du jour où j'ai appris ma grossesse. C'est arrivé en octobre 2017. Bien que nous ayons prévu d'avoir un bébé, j'ai commencé à être dérangé par des symptômes étranges. J'ai réalisé que les résultats du test de grossesse ne pouvaient pas encore être sans équivoque, mais j'ai quand même décidé de passer le test sans attendre de résultats concrets. J'ai mis le test de côté, étant sûr qu'il ne montrera pas un résultat positif. Cependant, après quelques heures, j'ai vérifié le test à nouveau et j'ai vu 2 bandes. J'ai été submergé par une vague de bonheur. Je ne pouvais pas attendre le retour de mon mari du travail et je l'ai immédiatement appelé. « Tu peux rentrer à la maison ? J'ai des nouvelles pour toi. » Il a tout de suite compris ce que je voulais lui dire. J'ai découvert ma grossesse et j'en étais très heureuse. Cependant, des complications sont rapidement apparues. À la 5e semaine de grossesse, j'ai été hospitalisé d'urgence en raison de saignements abondants. Au cours de l'échographie, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Le radiologue, qui n'est généralement pas impliqué dans de telles procédures, était personnellement présent dans le bureau. Au Canada, où je vis, c'est extrêmement rare. Lorsque le technicien a effectué l'étude et envoyé les résultats à mon médecin traitant, j'ai remarqué qu'il me regardait avec anxiété et appelait un autre médecin. J'ai commencé à avoir une forte peur. Quelque chose n'allait pas. La situation est devenue plus grave lorsque le médecin en chef du département a été appelé. Il m'a dit une nouvelle que personne ne veut entendre. J'ai eu une grossesse extra-utérine. Le fœtus se trouvait dans le coin entre l'utérus et les trompes de Fallope, ce qui représentait la forme la plus dangereuse de grossesse extra-utérine. La situation était extrêmement grave. En cas de poursuite de la grossesse, il y avait un risque non seulement de perdre le bébé, mais aussi de perdre l'utérus, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ma fertilité future. J'ai été informé de la nécessité d'une interruption de grossesse immédiate sans émotion ni mots doux. On m'a expliqué que cela nécessiterait de prendre une pilule. Cependant, j'ai catégoriquement refusé cette décision. Malgré les risques, j'ai été immédiatement hospitalisé, interdisant les repas et l'eau. J'ai été connecté au système et averti qu'en raison d'un éventuel saignement intense, le fœtus serait probablement expulsé naturellement pendant la nuit. Ces nouvelles ont été dévastatrices. La même nuit, j'ai écrit à mes parents qui ne connaissaient pas encore ma grossesse. Mon mari et moi avons décidé d'attendre jusqu'à la 12e semaine pour les informer de ce qui se passait. Ils m'ont dit « Croyez et priez. Dieu fera un miracle. » C'est exactement ce que nous avons fait. Mon mari a mis sa main sur mon ventre, s'adressant au futur bébé, le suppliant de se déplacer dans la bonne position. Dans mon désespoir, je me suis tourné vers un forum où il a été proposé de s'allonger sur un certain côté pour aider le fœtus à se redistribuer. Bien que cela semblait une idée absurde, j'ai essayé. Il n'y avait pas de chambre libre à l'hôpital, alors j'ai été placé derrière une cloison dans le couloir. Ce n'était pas l'endroit le plus confortable, mais j'ai prié de toutes mes forces pour demander de l'aide à Dieu. Le lendemain matin, j'ai subi une échographie 3D, bien que cela ne soit généralement pas fait dans de tels cas. Mais pour une raison quelconque, ils ont fait une exception pour moi. L'expression du médecin a changé et elle a appelé le radiologue en chef. Après une analyse minutieuse des résultats, ils ont constaté que le fœtus se trouvait dans l'utérus. Bien que le danger n'ait pas complètement disparu, il est possible de poursuivre la grossesse. Plus tard, à un autre stade, le médecin a confirmé que le fœtus était dans la bonne position. Au cours de l'échographie, nous avons observé le bébé bouger ses petites jambes. Cependant, les médecins ont exprimé leur inquiétude et ont suggéré que le fœtus pourrait présenter des signes de syndrome de Down. Ils ont suggéré un test génétique, même si je savais déjà que, quels que soient les résultats, je continuerais ma grossesse. Leurs paroles m'ont causé de l'anxiété et de la peur face à d'éventuelles pathologies incompatibles avec la vie. Cependant, j'ai accepté de faire le test.
Les résultats de L&APO enquête ont confirmé que 99% des problèmes étaient susceptibles d'L&APO apparaître. Cela nous a permis de nous détendre un peu. Au Canada, le sexe d'un enfant est généralement déterminé entre 18 et 20 semaines de gestation. Au cours de l'échographie, il a été constaté que nous attendions une fille. Cependant, une pathologie rare du placenta, la jonction membranaire du cordon ombilical a également été identifiée. Pour cette raison, notre fille était en retard de croissance de 2 semaines, car le placenta ne recevait pas suffisamment de nutriments. À la 23e semaine de grossesse, je suis venu pour un examen de routine pour mesurer la pression. Bien que je n'ai pas prévu de visite, puisque j'ai déjà visité un spécialiste des grossesses difficiles la semaine dernière, quelque chose m'a forcé à aller à la clinique. Cette décision s'est avérée justifiée car ma pression était dangereusement élevée et j'ai été immédiatement hospitalisé. J'ai été sous surveillance pendant 24 heures, car les médecins craignaient le développement de l'éclampsie. Cependant, le lendemain matin, l'échographie a révélé que le placenta avait cessé de fonctionner correctement. Le fœtus n'a pas reçu les nutriments nécessaires à la survie. Cela signifiait que je devais décider d'accoucher prématurément. Au Canada, l'accouchement à la 23e semaine est considéré comme une naissance et non une interruption de grossesse. J'ai reçu cette information sans aucun soutien émotionnel ni la présence d'un psychologue, j'étais seul. Cependant, la situation était encore plus complexe. 2 heures plus tard, les médecins m'ont informé de leur décision. Ils ne procéderont pas à l'accouchement, mais interrompront la grossesse. Ma fille ne pesait que 330 grammes, ce qui correspond au poids du fœtus à la 20e semaine de grossesse. À leur avis, un si petit enfant ne pouvait pas survivre, car il a besoin d'un minimum de 500 grammes. Ils ont expliqué que l'induction du travail serait réalisée de manière à ce que le bébé naisse sans signe de vie. J'ai demandé s'il était possible que le bébé puisse respirer, et ils ont suggéré de faire une injection pour s'assurer que le bébé ne respirerait pas dans l'utérus. Cependant, j'ai refusé cette proposition. J'ai été laissé à l'hôpital au cas où, même s'il était clair pour moi que je n'allais pas sauver le bébé. Désespéré, j'ai cherché de l'aide sur Internet et j'ai contacté divers médecins. Certains des meilleurs spécialistes en Russie et en Israël ont examiné mon cas et ont dit la même chose. Oubliez-le et préparez-vous à la prochaine grossesse. Le flux sanguin vers le placenta était pratiquement absent, rendant la croissance du bébé impossible. En fait, c'était incroyable qu'elle bougeait toujours. J'ai décidé de prendre une mesure désespérée et j'ai averti les médecins que s'ils ne m'aidaient pas, je trouverais un autre hôpital. Face à ma détermination, ils ont accepté d'effectuer une dernière échographie lorsque j'atteindrai 24 semaines. Si, par miracle, l'enfant prend du poids, ils reconsidéreront leur décision. C'était presque impossible. Mais j'ai attendu 1 semaine, l'une des plus longues et des plus difficiles de ma vie. Je ne pouvais pas dormir et souffrais de maux de tête constants. Mais je savais que c'était la seule chance de sauver le bébé. Dans cette situation, la meilleure solution était de rester calme et de croire en un résultat positif. Au lit, j'ai écouté les prières sur YouTube, essayant de garder mon sang-froid. 1 semaine plus tard, des mesures répétées du poids du bébé ont été effectuées. Les médecins sont entrés dans la salle avec un sourire et ont signalé que le poids de l'enfant avait augmenté de 100 grammes. Ils ont promis de discuter de la situation avec l'équipe néonatale et m'ont donné l'occasion d'accoucher. À partir de ce moment, l'observation de mon état est devenue permanente. Les spécialistes surveillaient régulièrement la fréquence cardiaque fœtale et le flux sanguin vers le placenta. J'ai été prévenu qu'au moindre changement d'état, j'aurais une césarienne d'urgence. Quelques jours plus tard, une nouvelle échographie a révélé que le poids du bébé était de 430 grammes. Cependant, le placenta a cessé de fonctionner. Le lendemain matin, j'ai été transféré au service d'accouchement. J'ai appelé mon mari et ma sœur qui sont venus me soutenir. D'autres événements sont difficiles à décrire, mais j'étais consciente pendant l'anesthésie péridurale. Je ne ressentais pas de douleur, mais je savais qu'il se passait quelque chose d'important. Puis le miracle s'est produit. C'était certainement le moment le plus heureux de ma vie quand j'ai entendu mon bébé pleurer. Même aujourd'hui, quand j'y pense, je ne peux pas retenir mes larmes. Pour un enfant né à cette date, il est presque impossible de crier ou de respirer seul. Mais dès que j'ai entendu sa voix, toute la peur que je ressentais a disparu. Les médecins ont également été frappés. Ils m'ont dit qu'Ivana était plus intelligente que quiconque. Il s'est avéré qu'elle ne pesait pas 430 grammes, comme nous le pensions, mais seulement 370 grammes. Si les médecins le savaient auparavant, ils ne la laisseraient jamais vivre jusqu'à l'accouchement. Le néonatologiste qui l'a prise ce jour-là a admis que si elle ne bougeait pas et ne criait pas, personne ne lui aurait donné une chance. En fait, lorsque l'équipe néonatale, déconcertée, a demandé « Et maintenant ?» il répondit fermement « Connectez-la à l'oxygène ». Tout autre médecin la considérerait probablement comme un cas désespéré.
J'ai eu beaucoup de chance qu'Ivan ait eu cette opportunité et qu'une équipe qui connaissait bien notre situation ait travaillé dessus. Immédiatement après la naissance de la fille, une équipe spécialisée a pris soin d'elle et l'a transférée dans une unité spéciale. Elle est née à 15h et à 20h. J'ai été amené dans la chambre pour que je puisse la voir. Mon mari a presque immédiatement rencontré notre fille et même mon médecin a enregistré une vidéo de ses premiers instants de vie. J'ai enfin pu voir Ivan. Ma fille a passé 4 mois à l'hôpital et j'y ai pratiquement vécu avec elle. Chaque matin, une équipe de médecins se rendait à la salle pour faire un plan pour la journée. L'équipe comprenait des cardiologues, des spécialistes de la digestion et de la respiration et des nutritionnistes. Chaque enfant de l'unité néonatale a reçu sa propre infirmière, qui a informé l'équipe de l'état de santé de chaque petit patient. J'ai eu la chance d'être dans l'un des meilleurs centres pour bébés prématurés. Cependant, même dans ces centres, seuls les patients présentant des cas extrêmement difficiles reçoivent un traitement, généralement dans des situations exceptionnelles. Par exemple, lorsqu'une femme a essayé de tomber enceinte pendant de nombreuses années et que c'était sa dernière chance. Mon cas était certainement l'un des plus difficiles. Les enfants pesant moins de 1,5 kg sont généralement confrontés à de graves problèmes. Au cours des premières semaines et des premiers mois de la vie, la plupart de ces enfants ne survivent pas. Ceux qui survivent sont souvent confrontés à des complications à vie. Dès les premiers jours, j'ai été autorisé à toucher ma fille afin qu'elle puisse sentir les bras de ma mère. Elle recevait mon lait maternel à travers un tube spécial. 2 semaines plus tard, quand les cathéters et les comptes-gouttes ont été retirés, j'ai été autorisé à la tenir dans mes bras 2 heures par jour. Ce n'était pas facile, car Ivana était connectée à un appareil de ventilation artificielle et nécessitait une surveillance attentive. Quand elle est devenue plus forte, j'ai été autorisé à la garder plus longtemps. Une fois, je l'ai même gardée pendant 10 heures en une seule journée. Au Canada, les médecins encouragent le contact physique entre la mère et l'enfant, car il favorise le développement du cerveau et est vital pour que l'enfant se sente proche de la mère. Pendant notre séjour à l'hôpital, j'ai dû faire face à de nombreuses difficultés. Dans le processus de prise de décision sur la prescription de médicaments pour la patiente Ivana, je me suis souvent appuyé sur mon intuition. Un jour, les médecins ont suggéré d'utiliser un médicament qui aurait pu provoquer la fermeture d'un vaisseau sanguin dans le cœur d'une patiente, mais il avait de graves effets secondaires, en particulier sur le système digestif, et pourrait entraîner de graves complications. À l'idée de prescrire ce médicament, j'ai ressenti une forte anxiété. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Je savais qu'il y avait une possibilité de fermeture automatique du vaisseau. Après avoir pris cette décision, je me suis senti calme, comme si c'était prédéterminé. Un seul médecin a soutenu ma décision. À mon grand soulagement, le vaisseau s'est fermé spontanément à la 32e semaine de grossesse. Le plus surprenant était que la fermeture d'un tel vaisseau provoque généralement des problèmes respiratoires, mais la patiente n'a présenté aucune complication. À la 34e semaine de grossesse, elle a commencé à respirer seule. Les médecins ont été stupéfaits lorsqu'ils ont appris le cas d'un bébé pesant seulement 370 grammes, qui respirait seul à la 34e semaine de grossesse. Au cours de la dernière semaine de mon séjour à l'hôpital, j'ai été autorisé à prendre soin du nouveau-né Ivan par moi-même. J'ai fait de mon mieux pour lui fournir les soins nécessaires. Je me souviens d'avoir été frappé par son poids, seulement 700 grammes. J'ai commencé à changer ses couches. Au cours des 4 derniers jours, on m'a donné une chambre séparée à côté de lui pour que je puisse faire face à toutes les tâches. Quand nous sommes finalement rentrés à la maison, je me suis sentie calme et heureuse. Certains pourraient penser que j'en risquais trop pour ma fille. Heureusement, cependant, personne ne m'en a parlé en personne. Tout le monde a prié pour nous. Quand j'ai partagé mon histoire sur Facebook, je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne publique. Cependant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui me soutenaient, moi et ma fille. Des gens du monde entier m'ont donné beaucoup de mots de soutien. Avec le recul, je suis profondément reconnaissante d'avoir décidé de partager notre histoire. Nous avons une fille nommée Ivan, dont le caractère était évident dès les premiers jours. L'infirmière qui l'a soignée depuis le début m'a dit que ma fille était une vraie combattante. Elle montrait du mécontentement chaque fois qu'elle changeait de couche ou quand un masque à oxygène l'empêchait. Cette persévérance fait toujours partie de sa personnalité. Ivana ne tolère rien qu'elle n'aime pas. En même temps, elle est incroyablement joyeuse. Elle sourit, rit beaucoup et communique à sa manière, produisant des sons doux. Elle aime s'asseoir sur ses bras et regarder tout autour. Elle est curieuse du monde qui l'entoure. Nous avons récemment rendu visite à un pédiatre qui a évalué son développement à l'âge ajusté, comme si elle avait 3 mois. Compte tenu du moment où elle devait naître, on peut conclure que son développement est en avance sur l'âge. Dans le processus de travail, j'ai été confronté à une situation qui a dépassé mes attentes. Pendant son séjour à l'hôpital, l'une des infirmières m'a parlé de son expérience de bénévolat dans des centres néonataux en Ukraine.
Elle s'est occupée de la livraison de matériel pour les bébés prématurés et de la formation du personnel. Plus tard, par hasard, j'ai rencontré une femme qui envisageait de mettre en œuvre un projet similaire au Zimbabwe. Je l'ai présenté à l'infirmière et ils ont commencé à collaborer sur ce projet. J'ai été invité à rejoindre le comité et bientôt l'infirmière qui s'occupait d'Ivana se rendra au Zimbabwe. Je vais la soutenir ici. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose de significatif pour l'Afrique et maintenant j'ai l'impression d'avoir cette opportunité. Tout au long de cette expérience, je n'ai jamais ressenti de ressentiment envers Dieu. Depuis ma jeunesse, je croyais que tout ne se passait pas par hasard et pour le bien. Les épreuves peuvent nous rendre plus forts et nous apprendre quelque chose de nouveau. Après avoir regardé cette histoire, vous avez probablement eu vos pensées. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous aimez notre vidéo, s'il vous plaît aimez, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec d'autres. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.